L'entrepreneuriat ou l'employabilité, contradiction ou complémentarité, c'est la thématique que nous abordons avec notre coach Justino Vieira qui est voilà, directeur général de CEPREA. Et puis, il est écrivain et formateur, bien évidemment, coach en développement personnel. Bonsoir. Bonsoir Romiade, bonsoir chers téléspectateurs. En tout cas, nous avons du plaisir à vous recevoir chaque fois sur notre plateau et surtout sur cette tribune consacrée au développement personnel. Aujourd'hui, nous parlons de l'entrepreneuriat, de l'employabilité, de cette thématique-là où cela pourrait avoir des aspects de contradiction ou de complémentarité. Déjà, une clarification conceptuelle. Dites-nous, qu'est-ce que l'entrepreneuriat? Encore une fois, merci Romiade. Vous savez, c'est important ce déblayage notionnel. Aujourd'hui, il urge de remettre l'entrepreneuriat dans son contexte. Parce que au départ, nous prêchons l'évangile de l'entrepreneuriat, mais pas pour en faire des victimes. Et c'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui, malheureusement. L'entrepreneuriat, pour mieux le cerner, pour mieux le comprendre, il faut d'abord partir de son origine, de l'étymologie même du mot. Et pris dans ce sens, on dira que l'entrepreneuriat a été consacré dans les années 1990 et est né du mot entrepreneur, qui existait, lui, en mot entrepreneur, déjà depuis le XIIIe siècle. Mais avant, on parlait d'entrepreneur. Entrepreneur. Et qui appelait-on entrepreneur? C'est celui-là qui initie quelque chose, qui innove, mais après l'innovation, il agit. Cela intègre deux dimensions, l'innovation, l'imagination, la création et en amont, l'action. Vous comprenez donc que lorsqu'on parle maintenant de l'entrepreneuriat, c'est cette personne, et ça c'est la toute première définition que nous avions eue du professeur Stevenson de Harvard School Business aux États-Unis, qui définit l'entrepreneuriat comme la capacité pour un être de saisir des opportunités au-delà de ses moyens, au-delà de ses capacités. Cela fait appel donc à un sens de création et en amont à la recherche des moyens pour concrétiser cette imagination, ce vouloir qui a priori n'existe pas. Donc c'est important de connaître cette notion-là, quelle compréhension nous devrions avoir donc de l'entrepreneuriat. En tout cas, nous en savons un peu plus. Maintenant, nous parlerons donc de l'autre sous-thème, l'employabilité. Qu'est-ce que c'est? L'employabilité aussi, je me mets dans cet exercice, dans l'exégèse de partie de l'étymologie. Employabilité, c'est par analogie au mot employability, un mot anglais. Et lorsqu'on parle de l'employabilité, cela fait appel à la qualité de quelqu'un ou de quelque chose qui est serviable, quelque chose qui est utile, qui peut permettre d'assouvir un besoin ou rendre un certain service. Vous comprenez donc que l'élément premier qui est recherché dans l'employabilité, c'est d'abord le service, l'utilité. Et c'est déjà là, on peut faire un petit ancrage pour faire une différence entre l'entrepreneuriat qui, avais-je dit, suscite la création, l'imagination et l'action, et l'employabilité de son côté qui met plus en exergue la compétence. Parce que lorsqu'on parle de l'utilité du service, parlant d'un individu, ça évoque la compétence. Très bien. L'entrepreneuriat, on se pose quand même la question depuis quelques années. On a quand même constaté que l'évangile de l'entrepreneuriat est plus prêché que l'employabilité. Vous entendez des personnes, je voudrais pas travailler pour quelqu'un, je voudrais être à mon propre compte, je suis libre, voilà, je veux gagner des opportunités pour moi-même. On a entendu et on a senti également que l'État aussi fait la promotion de l'entrepreneuriat parce que, vous savez, nos États ne pourraient jamais donc absorber toute la demande d'emploi à laquelle donc l'État fait face de jour en jour. Pourquoi alors l'entrepreneuriat prend toujours le dessus sur l'employabilité? Les résultats sont là. Et comme on le dit souvent, lorsque les actions parlent, les paroles se taisent. Celui qui est entrepreneur, vous prenez sa vie, son parcours, son quotidien.
Et à côté, quelqu'un qui est en situation d'employabilité, la différence, elle est nette. Elle est nette. Mais deux raisons principales expliquent le fait de c'est cette préséance, cette prévalence que l'entrepreneuriat a sur l'employabilité. Deux raisons. La première, c'est le paysage que présente le marché de l'emploi. Pour un petit rappel, le marché de l'emploi, c'est ce marché où se rencontrent l'offre et la demande. Et puisque nous parlons de l'employabilité, on parlera donc lieu de rencontre entre la demande de compétences et l'offre de la compétence. A priori, le marché serait épanoui, serait florissant si les deux sont à part égale. Mais ce n'est pas le cas. Nous constatons que le demandeur d'emploi est au-dessus, en effectif bien entendu, de l'offre d'emploi. Et ce déséquilibre amène l'essai dans l'entrepreneuriat. Donc, c'est-à-dire la première raison. La caricature, le paysage que nous présente le marché de l'emploi, où on parle de récession, tous les jeunes, tous les diplômés ne peuvent pas d'office se faire embaucher ni par l'État, le secteur public, ni par le secteur privé. Mais la deuxième raison qui est en train de prendre, d'avaler la première que j'ai expliquée en sus, c'est la recherche de l'épanouissement. La recherche de l'épanouissement, et cela s'interprète sur trois niveaux. Le premier, c'est l'envie, le vouloir de vivre sa passion. Ah oui, c'est important. Il n'est pas de constater que des gens aujourd'hui reconnaissent leur talent et c'est justement à l'actif des coachs, nous qui sommes sur le terrain, qui prêchons l'évangile, invitons l'individu à aller à la recherche de l'être intérieur, pourvoyeur de talent. Mais lorsque le jeune, puisqu'il faut quand même rester ciblé sur les jeunes, lorsque le jeune finit par découvrir son talent, il dit, tiens, moi, je veux explorer, je veux vivre mon talent, vivre ma passion, et par conséquent, il n'est pas question d'aller travailler pour quelqu'un de crainte de ne pas pouvoir vivre pleinement ce talent. Donc, première raison, lorsque je suis dans la deuxième rubrique, parlant de la recherche de l'épanouissement, vouloir vivre sa passion. La deuxième raison, c'est se libérer de l'emprise du lien de subordination. Ne pas être sous l'emprise d'un lien de subordination. Et donc, on ne veut pas être dirigé par quelqu'un. On ne veut pas être dirigé par quelqu'un. Parce que ce qui scelle le sceau d'un emploi, c'est le contrat de travail. Le contrat de travail, on nous l'a appris. Les éléments constitutifs d'un contrat de travail, il y a le travail lui-même, il y a la rémunération qu'on appelle le salaire et le lien de subordination. Et pour ceux qui ont fait le droit, il a été dit, il nous a été enseigné, que le lien de subordination est l'élément le plus important. Or, que dispose cet élément, le lien de subordination? L'employé doit reconnaître l'autorité de son employeur. Et cela y va avec toutes les conséquences, avec tous les corollaires qu'on constate. Tout à fait. Il y a parfois d'abus. Il y a parfois d'abus. Il y a parfois d'abus et on estime, à juste titre bien entendu, qu'on ne dispose pas de son temps, qu'on n'arrive pas à passer du temps avec sa famille, qu'on n'arrive pas à se livrer à son plaisir. Un week-end, vous avez peut-être fait le programme de voyager, ou sais-je, par quoi avec votre petite famille, mais on vous appelle, le boulot vous appelle, voyez-vous. Donc, on dit, mais moi, je ne veux pas être sur l'emprise de quelqu'un. Ça, c'est la deuxième raison. Je veux disposer de mon temps. Je veux disposer de mon temps. Je veux être maître de mon temps. Et aujourd'hui, nous l'enseignons en prenant appui sur le cadran de cash flow de Robert Kiyosaki qui évoque les 4 sources de revenus, à savoir le salariat, l'entrepreneuriat, le chef d'entreprise et en investissement. Bref, la troisième raison, c'est atteindre la liberté financière. On veut être libre financièrement. Mais lorsqu'on parle de la liberté financière, il s'impose une clarification. C'est vrai que c'est un concept qui est en vogue en ce moment. Absolument. D'abord, il faut reconnaître que nous avons la chance, le mot est né de notre génération. Le mot liberté financière a été consacré en 2008.
Et c'est né avec les systèmes MLM, les systèmes de trading, l'investissement sur le net, voyez-vous, où on dit, mais ça a sens, ça vous porte dans un état de liberté financière. Et c'est là que le mot a retrouvé sa légitimité dans la langue, cette expression, fais-je dire, a retrouvé sa légitimité dans la langue française. Néanmoins, il importe de clarifier, parce que telle la compréhension que le public, ou du moins certains, ont de ce mot n'est forcément pas la meilleure. Il y a l'approche généraliste, où on dit, l'approche généraliste, la liberté financière, c'est la capacité financière de quelqu'un qui peut faire ce qu'il veut, où il veut, quand il veut et comment il veut. En fait, c'est faux. J'ai les moyens, donc je peux faire ce que je veux. Donc la capacité, je dispose des moyens financiers. Donc rien ne m'arrête. A priori, il n'y a pas de limite du point de vue financier. Les limites peuvent venir ailleurs. Mais si ça ne tient qu'à l'argent, aujourd'hui on dit, j'échappe à ce saut, je dépasse ça, je franchis le Rubicon du blocage financier. Ça, c'est un fait. Mais l'approche technique, l'approche auquel nous invitons les téléspectateurs, c'est l'approche développée par Robert Kiyosaki. Et qu'est-ce qu'il dit dans Père riche, Père pauvre, si ceux qui l'ont lu seront d'accord avec moi. Il dit, la liberté financière, c'est le fait d'accumuler, d'acheter des passifs. Et lorsque vos passifs sont largement supérieurs à vos dépenses courantes quotidiennes, alors vous atteignez la liberté financière. Et lorsqu'on le dit de façon brute comme ça, ceux qui ont fait les finances diront, mais achat de passifs, lorsqu'on fait le bilan, passif, c'est les dettes. Mais justement, le bien est appelé actif. Mais qu'est-ce qui finance le bien? C'est les capitaux propres. Lorsque vous prenez une entreprise, on dit, je cherche les capitaux, je cherche les moyens. Mais les moyens, si j'achète une table, le capital. Si j'achète l'équipement, le mobilier, c'est avec le capital. Donc, toute chose qui vous permettra de gagner de l'argent, de faire rentrer de l'argent dans votre poche, est appelé passif. Et c'est pour ça, dans notre dialecte fond, la différence est nette entre dokuno et akwenon. Dokuno, ça c'est le sens de Robert Kiyosaki. Dokuno, c'est celui qui a beaucoup de passifs. Il a terrain, il a du bétail, il a des champs un peu partout, il y a des fermes. Donc, il y a tellement d'éléments qui lui génèrent de l'argent. C'est ça, l'esprit. Lorsque il y a beaucoup d'éléments qui me génèrent de l'argent, alors les revenus issus de ces activités dépassent mes dépenses, alors j'ai atteint la liberté financière. Et puisque nous parlons de l'entrepreneuriat... Donc, akwenon, c'est le métal là que vous avez. Akwenon, c'est que tu vois dans mon compte bancaire, j'ai 15 milliards. Ça, c'est akwenon. Lui dispose de l'espèce sonnante et trébuchante, comme on le dit. Par contre, le dokuno, vous allez dans son compte, il peut n'y avoir rien. Mais quand on vous dénonce ces biens qui lui génèrent bien entendu de revenus, c'est important de mettre l'aspect sur la génération des revenus. Celui qui a 10 voitures pour son propre plaisir, ces voitures, au contraire, sont pour lui des dépenses parce qu'il l'entretient. Mais si c'est pour des fins de trafic, alors ça lui génère de l'argent. C'est un passif. Celui qui construit sa maison et habite dedans, je vais vous surprendre, ce n'est pas un passif. Lorsque je construis ma maison, et c'est pour ça, beaucoup sont surpris quand ils voient des gens à un standard social élevé, encore en location, ils disent, lui avec tout l'argent qu'il a, non, il a compris. Parfois, ce n'est pas forcément un atout. Lorsque vous investissez des millions pour aller construire et rester dedans avec votre petite famille, ça s'arrête là. Ce n'est pas un passif. Mais si je mets ça en location, cela me génère de l'argent, ça devient un passif. Donc, il faut comprendre ça dans ce sens et veiller donc à avoir beaucoup de passifs. Et j'avais abordé le sujet puisque nous parlons de l'entrepreneuriat. Beaucoup d'entreprises chutent aujourd'hui parce que dans la prise en compte de leurs activités, ils n'achètent pas des passifs. Ceux qui ont fait le marketing, de façon technique, on dira, pour qu'une entreprise soit viable, il faut qu'elle ait dans son portefeuille au moins 4 DAS, 4 domaines d'activité sectorielles, notamment les produits point mort, les produits peut-être, les produits vache à lait et les produits dilemme. Ça, c'est technique. Donc, c'est dire que même l'enseignement, même la formation nous enseigne pour qu'une entreprise soit viable, il faut qu'il ait plusieurs sources, plusieurs activités. Par déduction, pour qu'un jeune entrepreneur émerge dans l'entrepreneuriat, il faut qu'il ait donc plusieurs sources d'activités. C'est important. C'est important et c'est primordial. Très bien.
Coach Justino Vieira, on se pose tout de même la question. On est en train de comprendre peu à peu que l'entrepreneuriat se trouve être donc une panacée aujourd'hui, justement au chômage ou à un certain nombre de choses. Mais on se pose la question de savoir, mais pourquoi beaucoup d'entrepreneurs ne jouissent pas des avantages liés à l'entrepreneuriat? Votre question me fait rire parce que c'est tout comme si vous me demandez pourquoi le cultivateur ne jouit pas de sa récolte. Les deux réponses sont là. Soit parce que le temps de la récolte n'est pas encore venu, ou soit il y a des éléments qui ont retardé la récolte, le moisson. En fait, C'est les deux éléments. c'est trop fair play de le prendre ainsi. Dans la pratique, Dans la pratique, vous savez, l'entrepreneur, je prends appui sur mon exemple, l'illustration du cultivateur. Soit le temps de la moisson n'est pas encore venu. Arrivé. C'est-à-dire que l'entrepreneur, il est entrepreneur, il s'engage. Il a sa main au charbon, il a la tête dans le guidon, comme on le dit, il fonce, il évolue. Mais il y a un certain temps. L'entrepreneur, ce n'est pas de la magie ou abracadabra, vous trouvez là l'argent en moins de 2 mois, 3 mois, pour dire, bon, là, je suis entrepreneur et voilà les revenus. Non. Les études ont démontré, si vous avez au meilleur des cas, pour que votre entreprise puisse vous générer, pour vous aider à assumer vos besoins personnels, il vous faut au minimum 3 ans. Est-ce que vous entendez? Au minimum 3 ans. Chers téléspectateurs, ça veut dire que au minimum. Aujourd'hui, je décide d'entreprendre et donc j'ai commencé avec la galère, avec les souffrances. Je dois m'attendre à récolter au moins 3 ans. Au minimum. Et vous savez, là, je ne fais pas allusion au cas, nous appelons ça les cas miraculeux. C'est ce que nous appelons les cas où il y a déjà un oncle qui m'attend, qui est déjà positionné dans une entreprise ou quelque part, ou dans une institution, qui me trouvera des marchés. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas du fait que j'ai un grand frère ou un cousin à l'extérieur qui me dit, mais tu sais, envoie des produits, j'ai déjà des amis là en France ou en Espagne qui vont acheter. Je ne parle pas de ça. C'est vous qui irez chercher le marché. C'est vous qui devez asseoir votre logistique. C'est vous qui devez asseoir votre système de management. C'est vous qui devez asseoir votre entourage social, vos partenaires, fournisseurs, clients, banques, accompagnement. Tout ça, voyez-vous. Donc, c'est du boulot. Donc, première raison qui peut justifier le fait que beaucoup d'entrepreneurs ne jouissent pas de leur récolte, c'est le temps n'est pas encore venu. Mais il y a quand même des signes qui permettent de distinguer l'entrepreneur qui attend de celui-là qui est en train de faire fausse route. Mais avant de parler de ça, je donne le deuxième cas. Le deuxième cas, c'est qu'il y a des éléments qui retardent la récolte, comme je le dis. Et ces éléments, on peut les situer sur 3 niveaux. Le savoir. Vous savez, le savoir, c'est lié à la connaissance. L'entrepreneuriat, ce n'est pas le monde de ceux-là qui ont connu tellement de déceptions scolaires, qui ont tellement connu de déceptions sur les bancs et qui, un matin, d'un détour de lit ou d'un détour de je ne sais où, disent « je vais être entrepreneur ». Non, il faut avoir une certaine connaissance. Parce que c'est votre connaissance qui va vous distinguer de la masse. Vous n'êtes pas le seul génie. Je ne suis pas le seul coach. Lorsque j'ai conscience de la pluralité, alors cela m'évite à plus de perfection, à plus de responsabilité, à plus de structuration, d'innovation. Donc, premier élément, c'est que beaucoup n'ont pas la connaissance, font de l'amateurisme. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Et donc, il faut se former. Il faut se former. Il faut se former. C'est un passage obligatoire. Deuxième raison, le savoir-faire. Vous savez, le savoir, c'est la connaissance, l'aspect livresque. Mais lorsque nous parlons du savoir-faire, ça fait appel à la compétence. Ça fait appel à la compétence. C'est comme, pour me faire comprendre, je suis comptable. On dit, tu peux faire un état de l'état financier. Si je n'ai pas la connaissance qu'un état financier comporte 4 parties, bilan, compte de résultat, et TFT et les états adressés, vous voyez que j'ai le diplôme. C'est vrai que vous donnez des notions que nous ne comprenons pas. Bon, voilà. ça rentre dans le paroi comptable. Mais c'est normal, vous devez comprendre qu'il a le diplôme, il brandit sa licence peut-être en comptabilité ou je ne sais dans quel domaine. Mais quand on le teste, mais de on façon voit que technique, de façon opérationnelle, il ne rend pas ce qu'on attend. Et c'est pour ça qu'on dit que le savoir, le diplôme, n'est qu'une présomption de connaissance. On pense, c'est un crédit. Et ce crédit sera éteigné lorsqu'on vous met au charbon, lorsqu'on vous met à l'œuvre. Donc ça, c'est la deuxième raison. Troisième raison, le savoir-être. Le savoir-être qui fait appel à la
personnalité. Lorsque je veux être coach, pour prendre exemple sur moi-même, je dois me forger en moi une personnalité de coach. Je peux avoir le savoir, je peux avoir le savoir-faire, mais ma communication corporelle ne dit pas que je suis un coach. Il en est de même pour l'artiste, il en est de même d'ailleurs pour toutes les corporations. Donc vous devez avoir la personnalité qui répond, qui accroche selon votre domaine entrepreneurial. Et donc, c'est pourquoi certains, quand vous voyez certains, par exemple, dans tel domaine ou dans telle corporation, vous vous demandez, est-ce que lui, il est vraiment artiste ou bien lui, je crois qu'il n'est pas fait pour être coach. Bon, vous entendez de ces choses. Puisque la personnalité, je l'ai déjà dit, je pense qu'on a développé longuement ce thème ici, ça vient du mot grec persona, qui veut dire un masque que vous portez pour paraître sur une scène. Donc, ma personnalité, c'est un masque que je mets pour venir devant le public. Et ce masque doit être choisi selon mon aspiration, selon le domaine dans lequel je veux exercer, le domaine dans lequel je veux être utile, serviable. Très bien. Mais je disais, si vous me le permettez, comment peut-on reconnaître ces deux personnes? Quels sont les éléments extérieurs? Le cultivateur qui attend la récolte n'aura pas la même conduite dans la société, même s'il y a la famine, que celui-là qui n'a rien dans son champ. Il va souffrir, mais ça sera des souffrances à la limite. Permettez-moi, c'est un peu contradictoire ce contraste, mais ça sera des souffrances heureuses. Il se dit, bon, c'est pour quelque temps. C'est pour quelque temps. D'ici 2 mois, j'irai moissonner. D'ici un mois. Mais par contre, l'autre, lui, n'a aucun élément. Et c'est là qu'il montre les signes d'indigence. Et on les voit un peu partout. On dit, ah, l'entrepreneur ne marche pas. Non, c'est une fausse histoire. Lorsque vous vous formez bien, lorsque vous êtes dans votre domaine de compétences, de qualification, vous retrouvez toujours votre beurre. En tout cas, pour le cultivateur qui attend sa boisson, bon, très souvent dans notre langue, on dit c'est mieux d'attendre quelque chose que de ne pas attendre. Voilà, comme on le dit. Très bien. Nous allons parler quand même de l'employabilité. C'est vrai que l'entrepreneuriat prend le dessus sur l'employabilité, mais l'employabilité peut-elle quand même nous aider à acquérir ou à nous donner une certaine posture, une certaine Bien santé. sûr, bien sûr. Et c'est là, si je dois répondre de façon tranchée au thème, je dirais que c'est une complémentarité. Il n'est pas question de parler de contradiction. Les 3 éléments que je viens de citer, le savoir, le savoir-faire et le savoir-être, on peut les avoir en étant en situation d'employabilité. Vous savez, lorsque vous avez, je prends le premier élément, être un employé me permet d'avoir la compétence. La connaissance affrontée sur le terrain est égale à expérience. Je m'explique bien. La connaissance affrontée sur le terrain, confrontée aux réalités du terrain, est appelée expérience. D'où 2 ans d'expérience, 3 ans d'expérience. Ce qu'on demande souvent. Ce qu'on demande souvent. Mais la finalité... Même si d'autres exagèrent parfois en disant 10 ans d'ancienneté. Bon, ça dépend aussi du domaine. Du contenu. Ça du contenu, de poste qu'on vous donne. Si c'est pas un poste à prendre à la légère, on peut même demander 15 ans. Bon. Ouais. Bon, bref. Il y a tout de même, vous permettez cette digression, il y a tout de même beaucoup ou certaines entreprises qui n'offrent pas de stage aux gens. Il faut quand même avoir de stage pour pouvoir avoir de l'expérience. Vous ne donnez pas de stage, mais vous recrutez. Vous voulez des personnes qui ont des anciennetés. Bon, je crois que l'État a réglé ce souci. Oui. Voilà, et c'est à l'actif du gouvernement avec le programme PSIE que nous saluons énormément. Voilà. Mais vous savez, lorsque je parle, le savoir confronté sur le terrain donne l'expérience. Mais ce qu'on attend de l'expérience, c'est la compétence. Le savoir-faire. Lorsque je dis qu'il y a 5 ans de pratique, d'expérience, lorsqu'on me met en on doit voir que vraiment ces 5 ans, il y a quelque chose de potable, il y a de la matière. Si vous n'êtes pas employé, il faut bien que quelqu'un vous donne la chance d'approfondir votre compétence. Il faut bien que quelqu'un vous donne la chance de confronter vos connaissances livrées à celles du terrain. Première importance de l'employabilité. Lorsque je suis en situation d'employé, ça me permet d'actualiser mes connaissances, de les approfondir et de les confronter aux réalités du terrain. Et d'ailleurs, si j'ai des ambitions entrepreneuriales, cela me permet d'avoir cette personnalité-là pour aller de l'autre côté. Justement, et là c'est le 3e élément que nous offre également la situation d'employabilité pour servir mieux notre situation d'entrepreneur. Lorsque je suis employé,
il faut, et ça j'invite souvent les jeunes quand je donne mes conférences et formations, ne soyez pas dans une entreprise pour ce pourquoi vous avez été recruté. Moi, on m'a recruté pour X, par conséquent, les autres détails ne me regardent pas. Non, moi j'ai tout dit, et ceux qui me connaissent peuvent le témoigner. On dit, telle chose tu l'as appris de tel chef. J'ai beaucoup de titres, j'ai beaucoup de choses aujourd'hui que j'ai de façon instinctive développées à cause des autres, des supérieurs hiérarchiques que j'ai eus. Notamment, bon, je ne vais pas les citer ici, mais voyez-vous, c'est dit que la manière de diriger, la gestion humaine est assez délicate. Et ça, c'est Jean Baudin qui nous l'apprend en 1947 quand il dit « Il n'y a point d'homme, il n'y a point de richesse qu'il y en a d'homme. » Je sais gérer l'argent, je sais gérer le matériel, je sais gérer la logistique, je sais gérer ici mes domaines de compétences. Mais la ressource humaine sollicite du leadership, sollicite beaucoup du tact. Et il faut voir comment est-ce que le dirigeant dirige son entreprise. Ça peut être un atout comme en faiblesse. Peu importe, le chef de la manière dont il dirige, ce n'est pas bien, ce n'est pas, ta voix n'est pas autorisée pour le dire, cher ami. Toi, tu es en train d'apprendre. Qu'est-ce qu'il fait pour que le personnel ne soit pas content de lui? Je sais que lorsque je vais créer moi mon entreprise, je ne vais plus les répéter. Par contre, en amont, qu'est-ce qu'il fait pour être ascensé, pour être adulé? Même s'il y a des retards dans le paiement des salaires, le personnel ne paie pas le rythme, ne paie pas la phobie du travail. Qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il y a cette passion-là à être au travail. Voilà autant de choses qu'on peut apprendre. Comment supporter les contrariétés lorsque vous êtes en discussion avec des collègues et ils s'opposent à vous, ils vous lancent des pics comme on le dit. Comment répondre? Voilà autant de choses qu'on peut apprendre en étant employé. Donc, je dirais, être employé, c'est un atout, mais je donnerai brièvement, en quelques secondes, raison à ceux-là qui estiment que c'est contradictoire. D'aucuns estiment que c'est contradictoire à juste titre, parce que quand tu es employé, ça t'absorbe tout le temps, si bien que tu oublies ton projet entrepreneurial. Et par conséquent, il ne faudrait même pas s'y aventurer. De craindre de se voir absorbé, de se voir tellement dominé par le stress que cela implique. Non, par contre, ils estiment que si tu veux être entrepreneur, il n'est pas question. Mais je dis, d'être employé il n'est pas question d'être employé. Ils ont raison, mais à côté, il faut nuancer. Lorsque le monde t'impose une certaine charge, à moins que tu aies un parent ou des soutiens en arrière-plan qui te disent reste constant sur ton chemin entrepreneurial, je t'apporte les éléments que le monde d'entreprise, le monde de la situation d'employé peut t'offrir. Bravo, ça c'est bon. Mais si tu n'as pas, il faudrait bien évidemment que tu mouilles le maillot et que tu aies ce qu'on appelle le focus. Le focus, c'est un degré de concentration très élevé qui amène l'homme à être toujours focalisé sur son objectif. Donc, chers amis, si vous trouvez des opportunités d'être employé, c'est bien et cela est d'autant intéressant si le poste pour lequel on est en train de vous recruter répond à votre domaine entrepreneurial. Ça veut dire que tout en gagnant de l'argent pour votre salaire, qui peut même vous aider à avoir des réserves et lancer votre entreprise après, vous avez également de l'expérience dans votre domaine d'expertise. Très bien. Merci beaucoup à vous, coach Justino Vieira. Je crois que nous avons beaucoup gagné ce soir au travers donc de cette thématique, l'entrepreneuriat ou l'employabilité, contradiction ou complémentarité. En tout cas, vous nous dites que l'entrepreneuriat et l'employabilité, il y a quand même des points complémentaires. Ça nous permet de nous préparer lorsque nous sommes employés, ça nous permet de nous préparer à notre ambition entrepreneuriale, cela nous permet d'avoir des ressources pour faire face, que ce soit des ressources intellectuelles, des ressources managériales, mais également des ressources financières, puisque nous gagnons de salaire en étant employés, donc nous pouvons mettre de côté pour notre propre projet. C'est exactement ça. Et aujourd'hui, je pense qu'on a quand même clarifié ce qu'on doit clarifier pour que les jeunes qui se disent entrepreneurs et ils ont fraîchement leur licence, fraîchement leur master et déjà chantent aux lèvres qui ne veulent jamais travailler pour quelqu'un, c'est une erreur. Chers amis, si vous trouvez des opportunités, allez travailler. Cela ne vous empêche pas d'être entrepreneur. D'ailleurs, on reviendra sur nos plateaux. Peut-on concilier employé et entrepreneur? La réponse est oui. Je vous dirai comment ça se passe au moment opportun. Je profiterai de votre canal, si vous me le permettez, bien entendu, pour souhaiter quand même un joyeux anniversaire à mon respectable père, monsieur Octave Vieira,
qui est en train de souffler une bougie de plus. Joyeux anniversaire, cher papa. En tout cas, nous vous le permettons. Joyeux anniversaire, toute l'équipe de Le Grand Soir de Télé d'ailleurs, parce que c'est grâce à vous que nous avons notre coach. Donc, qui est votre fils à vous? Mais c'est notre coach à nous, Justino Vieira. En tout cas, longue vie à vous, cher papa. Voilà. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi tout ceci. J'espère que vous avez noté dans vos calepins. Ça vous aiderait beaucoup parce que certainement vous avez des ambitions entrepreneuriales. Vous avez envie de mieux servir là où vous êtes en tant qu'employé. Donc, c'est important de retenir ces notions. Nous allons maintenant marquer une pause et retrouver ensuite l'équipe de Brunel Mérénado aussi pour la suite de votre émission Le Grand Soir.